Guinois, Libanais, Zoulou, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Essayez d'apprendre les langues différentes. C'est ce qui fait qu'il y a la force. Le résumé, écoutez attentivement. Moi, je parle le mandingue. Je suis marié à une Française. Si elle parle pas mon mandingue, c'est pas forcé qu'elle doit tout comprendre. Le sud, c'est autre chose. Libéria à l'ouest, ainsi. Yes, I. Et nous sommes les Africains qui vivons en France. On est mariés aux Françaises. Ce qui fait qu'il y a un genre mélange. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai appris à parler le français en Côte d'Ivoire. Même si mon français est comme ça, mais j'essaie de le parler. Parce que je sais le français, c'est universel. Le français... Nous avons un orphelinat au Burkina Faso. Mais éventuellement, nous évoluons dans le domaine du développement communautaire. Tout ce qui peut permettre aux communautés de se développer, de s'autonomiser, nous essayons d'apporter notre concours. Par le biais de nos amis français qui sont ici, qui nous aident sur le terrain au Burkina. Et là, nous avons développé un orphelinat. Et par les actions sur le terrain, nous voulons que l'orphelinat s'autosuffise. Oui. Que l'orphelinat n'ait pas besoin de quelqu'un de subvention, de quoi que ce soit. Par le jardinage, ils arrivent à produire leurs légumes. Par les champs qu'on a eu, ils arrivent à produire tous leurs besoins. Une autosuffisance. Voilà, une autosuffisance totale. De présenter un peu l'évolution des textes qui gèrent le foncier au Burkina pour dire quelle est la situation actuelle des derniers textes qui permettraient justement à tous ceux qui ont une terre, notamment les populations rurales, qui jusqu'ici ont des champs, des exploitations mais n'ont aucun document, leur permettre d'établir le document. Mais malheureusement, les textes ne sont pas bien connus par les populations. Donc il y a tout un travail d'information, de sensibilisation qui doit être fait, qui n'est pas fait, pour faire connaître cette loi. Ensuite, la loi prévoit la mise en place d'un certain nombre de structures au niveau villageois, au niveau communal, qui doivent gérer les dossiers, qui va permettre à chacun d'avoir une attestation de possession foncière. C'est le texte, c'est le document qui est prévu. Base, voilà, de base qui est prévu. Et donc au niveau village, il est prévu donc des structures, au niveau des communes, il est prévu des structures, mais ces structures ne sont pas en place partout. Bien sûr. Voilà, donc là où ça existe, c'est avec l'accompagnement de projets ou d'ONG qui ont aidé à mettre en place ces structures-là. Donc sans ces structures, la loi ne peut pas être mise en œuvre. L'autre difficulté, c'est qu'au niveau même des communes, parce que les documents doivent être traités au niveau villageois et puis transmis au niveau de la commune pour être traités, et c'est là-bas que le document est donné par le maire. Or, les communes n'ont pas les ressources humaines nécessaires pour gérer ces situations, et même quand il y en a, ils ne sont pas bien formés sur cette thématique-là. Donc il y a des conflits de fonciers, je suppose, voilà, justement, les individus ou les collectivités. La conséquence de tout ça, c'est que déjà au niveau des communautés elles-mêmes, il y a des conflits parce que
Maintenant qu'on sait que chacun peut faire un papier et qu'il faut pour cela qu'il y ait des relevés topographiques, il y a des conflits de territoires, de frontières en fait, entre les populations elles-mêmes. Alors, nous, depuis qu'on suit la FIBALA, depuis 10 ans, on fait des reportages réguliers et on est tombé quelquefois sur des Burkinabés ou des journalistes burkinabés qui nous disent qu'il y en a qui s'extraient de la problématique foncière, ce sont les entreprises minières. Là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ce... Même s'il y a un code minier, ils ont l'air d'exproprier les gens d'une façon assez facile, quoi. Oui, bon, disons qu'il y a un code minier qui réglemente tout ça. Mais comme on dit, une chose c'est de faire des textes qui sont irréprochables et l'autre chose c'est de faire respecter. Et c'est là où se trouve le problème. En fait, on n'arrive pas à faire respecter très bien les textes que nous-mêmes on a édictés. C'est ça le problème. Et sinon, il est prévu qu'il y a des procédures qui sont claires pour s'installer, pour exploiter une mine. Et il se trouve que de nombreuses zones ont été interdites aux habitants de la région. Soit on a ouvert des zones de chasse privée, qui sont réservées aux touristes riches qui viennent de l'étranger pour chasser. Soit on a créé des aires protégées à but écologique pour essayer de préserver un peu l'écosystème, mais qui sont à chaque fois des zones interdites aux habitants, qui ne peuvent ni y pêcher, ni y chasser, ni même y cultiver. Et ça a créé quand même un sentiment de frustration très important. Je ne peux pas continuer à vous laisser parler comme ça, hein, c'est pas possible. Alors, parce que je ne reconnais pas du tout mon pays quand vous parlez. Honnêtement, je vous le dis. Est-ce que vous me permettez de continuer? Oui, je peux continuer, mais je ne peux pas vous laisser dire des énormités pareilles. C'est pas possible. Dire qu'il y a des zones au Burkina Faso, je crois qu'on peut le laisser terminer. Voilà, mais je ne peux pas accepter ça, c'est pas possible. Donc, je continue, je tiens juste à préciser que ce que je dis relève de travail d'enquête de terrain. Et j'étais dans l'Est il y a moins d'1 an, et ce que je dis, c'est ce que m'ont dit un certain nombre de personnes, y compris des élus locaux, y compris issus du parti au pouvoir, ainsi que des notables et des acteurs religieux. Donc cette zone a été laissée à l'abandon pendant un certain nombre d'années par l'État burkinabé, et c'est ce sur quoi jouent en partie les groupes qui sévissent aujourd'hui, parce que du coup ils proposent une alternative. Attention, je ne suis pas là pour dire que cette alternative elle est intéressante, je dis là pour dire qu'eux ils proposent ça. Oui, c'est parce que l'Est est mal géré et on a exclu des paysans des terres pour en faire des réserves. Ça, je me crois en Afrique du Sud dans les années 1978. Ça n'existe pas. S'il vous plaît, ne croyez pas à ça. C'est vrai, dans l'Est, il y a des zones de chasse, mais on n'a exclu personne. Moi, j'ai un cousin qui a une zone de chasse là-bas, les paysans sont là, et c'est sur ces paysans que les propriétaires des zones de chasse utilisent pour faire de la visite. Ils sont dans leur village, ils continuent à cultiver leur terre, mais c'est une zone réglementée. Et dire qu'il y a des sociétés aurifères qui se sont installées et qui sont prédateurs, ce n'est pas vrai. Parce que le Burkina Faso est un état de droit. Pour pouvoir ouvrir une société minière, il faut respecter les règles. Maintenant, ces règles peuvent être critiquables. Je ne dis pas non, mais c'est un état de droit. Donc, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'aujourd'hui, il y a des populations qui sont dépossédées de leur terre au profit de certains seigneurs et que c'est cela qui justifie le terrorisme. Non. Que le Burkina n'est pas un reste du monde. Et si vous suivez l'actualité, c'est pas tout le monde. Ces trucs se passent. Quand vous n'êtes pas d'accord avec certaines politiques, il y a mais en réalité, le Burkina, tous ceux qui ont été dans les 2 dernières années savent qu'il y a une partie où on vit tranquillement, il y a une partie où on ne peut pas vivre ça, il faut le dire. Surtout quand il y a la peau blanche, c'est un peu dur dans le nord, ça c'est vrai, il faut le souligner, pour qu'on ne parte pas se pavaner, ça fait des problèmes. Et c'est dû à quoi pour vous que ça se tend là depuis 2 ans au Burkina?
Mais moi je pense que c'est la politique, hein, c'est les divergences politiques, les opinions qui ne se convergent plus, que ceci se répercute sur la nation burkinabé. Sinon, il est prévu qu'il y a des procédures qui sont claires pour s'installer, pour exploiter une mine. Mais ils ne sont pas appliqués, quoi. Ils ne sont pas appliqués, notamment l'après-exploitation. Lorsque la mine a terminé cette exploitation, normalement, il y a des activités qui doivent être menées pour remettre l'environnement un peu à sa place. Là, il y a une mine importante, hein, où il y a des problèmes d'environnement. Exactement, c'est la mine de Kalsaka qui est terminée, mais qui a des problèmes. Donc c'est la première mine qui est complètement finie, mais qui a des problèmes. Donc si ça ne s'est pas réglé, c'est pas exclu que les autres mines on ait les mêmes problèmes. Et d'où ça vient, c'est que le gouvernement n'est pas assez fort, assez puissant par rapport à ces entreprises-là? Bon, on ne sait pas si c'est une puissance, mais je pense que c'est peut-être d'une manière générale la difficulté pour nos États à faire respecter les propres textes que nous-mêmes on a pris. Et ce n'est pas seulement dans le domaine des mines, il y a d'autres domaines où également on a des textes qui sont vraiment irréprochables, corrects, appréciés, mais la mise en œuvre cause problème. Voilà. L'exploitation de l'or, en théorie, devrait être un bienfait pour le Burkina Faso, devrait lui permettre de se développer en théorie. Mais en pratique, nous savons très bien que ça ne l'est pas. L'exploitation de l'or, à la base, ça devrait être quelque chose de bien pour un pays pauvre comme le Burkina, sahélien. C'est un plus, ça devrait nous permettre de nous développer. Maintenant, si vous rajoutez à ça la corruption, la malgouvernance, etc. et le fait que la famille même de l'ex-clan Comparé avait des parts et des dividendes dans la plupart des exploitations aurifères et en plus le non-respect de cahiers des charges, construction d'espaces utiles pour les habitants et aussi la pollution. La pollution sur ces sites-là miniers, c'est vrai que c'est une catastrophe. Est-ce que ça a changé avec le gouvernement provisoire ? Écoutez, non, je ne pense pas que grand-chose ait changé. Le gouvernement provisoire, tel que stipulé, est provisoire. Donc à mon sens, il ne peut pas faire grand-chose. Personnellement, je trouve que l'or n'est pas une bonne chose pour nous pour le moment. Parce qu'elle n'est pas bien exploitée, c'est un. Et les grandes sociétés qui l'exploitent, les contrats ne sont pas ce que la communauté peut-être pourrait attendre. Je pense que le retour à la communauté ne se fait pas comme on l'entend. Parce que là, il y aurait peut-être des moyens pour les orphelinats. Hein. Oui. Si ces sociétés
ils extraient l'or normalement et que par ricochet, ils respectent leur contrat, je pense qu'ils n'allaient pas avoir d'orphelinat, peut-être même. Les gens n'allaient pas abandonner leurs enfants, ou bon, même si les parents venaient à décéder, il y a des structures adéquates qui pouvaient prendre ces enfants tranquillement. C'est pas ricochet, bon, mais je ne dis pas que ça va résoudre le problème d'un orphelinat, mais je pense que pour le moment, l'or n'est pas bénéfique au Burkina. Au contraire, je pense que c'est plus de dégâts que de bien. La sérologie VIH est aussi due parfois à l'insuffisance des moyens diagnostiques au niveau de certains centres de santé. Et quand les patients sont dépistés, le traitement, il y a parfois des retards dans la mise en route du traitement, liés souvent quand même les médicaments pour traiter l'infection VIH. Mais le problème, c'est le suivi, les moyens de suivi de ces patients. Parce que quand bien même ils ont les médicaments, s'ils ne sont pas suivis selon l'état clinique, parce que bon, il ne faut pas prendre ces médicaments. Concernant aussi bien le VIH que le paludisme. Il y a une quinzaine d'années, l'accent était mis sur la sensibilisation, mais maintenant ça a un peu baissé. C'est ce que je voulais ajouter. On peut dire, nous on l'a dit, que le Burkina Faso est un pays très riche, mais sa population est toujours très pauvre. Qu'est-ce que vous, en tant que professeur de philosophie, vous pensez d'abord de cet échange, par exemple, commercial entre la France qui est totalement illégal, mais aussi ce pillage des ressources du Burkina Faso dans un silence ici, bon, c'est un silence ahurissant, hein, personne n'en parle, et qui fait que justement les politiques publiques sont affectées parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. Bon, voilà, pas plus. Quel regard vous avez, vous, par rapport à ça? Non, vous avez bien planté le décor. Mais le Burkina Faso n'est pas très riche, je ne veux pas dire très riche. Il est riche. Il est riche certainement, mais pas très. Mais cette richesse est très, très mal gérée. Voilà. Mais sur le plan de l'eau, c'est encore grave. Voilà. Vous avez des contrats signés avec des compagnies minières qui sont disproportionnés. Voilà. Et la société civile est en train de se battre pour qu'on revoie ces contrats qui sont tout à l'avantage des investisseurs. Malheureusement, ça, nous jeunes, on commence à se poser des questions. Et on s'est dit que c'est dommage qu'on a cette richesse qui pouvait même qui pouvait nous aider à s'épanouir. Mais malheureusement, elle est exploitée et elle est exportée. Et nous, on n'a pas vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, est-ce que vous en commencez à en parler au Burkina? Oui, c'est un sujet qui commence à parler entre jeunes, entre des militants. Bon. Mais avec aussi les riches là, je crois que le pouvoir se pactise. Il fait une sorte de voilà,
des sous-traitances qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est... Non, c'est pas la sous-traitance, c'est une corruption. Voilà. On va coincer les plus petits pour nourrir la population. Et puis on va faire des collisions de contre nature avec les sociétés minières pour nos vacances, pour nos maisons. Voilà. Il y a eu ce phénomène de charbon fin là, qui a été découvert. Voilà. Comment on peut sortir avec du charbon dont la teneur n'a été mal appréciée. Voilà. Vous pouvez nous dire rapidement ce que c'est pour rappeler? Non, je ne sais plus c'est combien de tonnes de charbon qui a quitté Ouagadougou avec les papiers normaux qui arrivaient à Bobo Dioulasso. La douane a saisi et a trouvé que non, c'était suspect. Voilà. Et la teneur n'était pas bien vérifiée. Et comment cela a été fait? Voilà. Et donc du coup on soupçonne le ministre des Mines d'être quelque part en lien avec ce système mafieux. Moi je trouve qu'il est dommage que le Burkina Faso a cette potentialité et n'en bénéficie pas. Parce qu'il y a des promesses qui sont faites sur les livrets quand on signe les contrats et il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Le laxisme avec lequel les pouvoirs publics gèrent tout ça. Voilà, on est flexible avec ceux qui ont plus de moyens, ceux qui sont beaucoup plus forts et on est rigoureux. On est faible avec le fort. Voilà, et fort avec les faibles. Ouais. Voilà. Mais ça a été toujours comme ça, je crois. Le pauvre, on demande toujours aux pauvres et moins aux riches. Voilà. En général, c'est d'abord nous, ces dirigeants qui se mettent dans la poche. Il y a une affaire qui est récemment chez nous, le ministre des Mines, qui s'est mis des milliards dans la poche. Donc il n'y a personne qui dit rien. Donc c'est dommage que la population aussi se taise en fait. Parce que moi je pense que chez nous il y a un proverbe qui dit que quand on te lave le dos, il faut trincer le visage. Donc il ne faut pas attendre que le monsieur qu'il finisse de laver ton dos, qu'il te rince ton visage après. Donc pour moi je pense que c'est la jeunesse burkinabé de prendre les choses en main en attendant que d'autres personnes viennent les aider. Donc c'est surtout ça. Voilà. Parce que justement, l'État toujours crie à la misère, on n'a pas les moyens et on veut tendre la main effectivement dehors. Est-ce que la population à la base qui peut faire c'est ça à travers la veille citoyenne. Voilà, la veille citoyenne pour qu'il y ait une redistribution vertueuse des ressources. Voilà. Et ma foi, ça a commencé depuis, grâce aux réseaux sociaux, où la population est beaucoup plus sur le qui-vive pour dénoncer, pour réclamer, pour vérifier, pour demander des comptes. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Voilà. Pas plus qu'il y a 3 mois, les conseillers, les maires hors de Ouagadougou, voilà, on fait une sorte de grève pour réclamer leur dû que l'État devait leur donner de la part des mines. Parce qu'il y a une part des ressources minières qui devait revenir aux collectivités. Mais de tout temps, ça n'a jamais été versé. Où est-ce que cet argent part? Où est-ce que cet argent part? Alors qu'on pouvait rationaliser les ressources pour que cela soit beaucoup plus équitablement partagé. Voilà. Et les syndicats qui sont des forces sociales et de veille ont réclamé cet état de fait. Poser sur la table les richesses nationales et voyons comment cette richesse est orientée. Et ensemble, on va essayer de rééquilibrer. Voilà. Peut-être qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus gavés, on les gave de ressources telles que comment on les appelle, les caisses noires. Voilà, l'Assemblée qui voit son budget doublé, alors que voilà, on crie à voilà, on va revoir toutes choses à la baisse, mais non, c'est le contraire. Il y a une sorte de bourgeoisie qui s'installe et la population est exigeante, heureusement. Je crois que c'est cette Donc il y a un espoir. Il y a un espoir, s'il vous plaît. Il y a un espoir. Il y a une presse qui est assez riche et diverse et plurielle au Burkina Faso. Oui, et qui est dynamique. Qui est dynamique. Non, il y a un gros espoir. Pour vous, il y a de l'espoir. Oh là là, il y a un gros espoir depuis un certain temps, surtout depuis l'insurrection. Voilà, on était habitué à ce vocable, plus rien ne sera comme avant. De plus en plus, il y a des choses qui changent. Voilà. La population n'était pas habituée à dénoncer ou bien à réclamer des comptes, mais c'est devenu maintenant monnaie courante.
rendez-nous des comptes, rendez-nous des comptes. Et du coup, nos gouvernants se méfient de plus en plus. Voilà. Donc vraiment, on espère qu'un jour, nos dirigeants ils vont essayer de nous aider à avoir au moins, même si ce n'est pas 50%, au moins 30%, c'est déjà pas mal. Voilà. Et les Vautours, il arrive. Et là, les enfants, c'est la démocratie. Quel chant vous voulez que les Vautours ils chantent? Hein? Quel chant? Oui, toi. Applaudissez très fort pour lui. Il a dit piou piou. Il a dit... Avant l'or, c'était le coton. Faisait partie des premiers 2 à 3 premiers producteurs du coton. Mais ce coton, voilà, il n'y avait pas d'usine. Voilà, Faso-Fani, c'est une usine qui est morte, enterrée. Et donc, les politiques auraient dû réinventer cette industrie-là pour faire de la richesse. Mais du coup, le coton est transformé juste, on égrène ça, et puis on envoie ça en Allemagne, je crois, pour faire des fils. Et de là-bas, ça revient, ça part maintenant aux États-Unis. Voilà. Vous voyez, du coup, voilà, on est un peu pris de vitesse comme ça, et les paysans sont mal payés, le coton est mal acheté, et le pouvoir public qui devait peser de leur poids pour que le paysan à la base ait quelque chose, non, à la limite on les spolie. Alors après, justement, je voulais parler un petit peu des responsabilités et de l'histoire. D'abord des responsabilités de nous, le Nord. Avec la boîte de Pandore qu'on a ouverte en 2011, quand on a détruit la Libye et assassiné son chef d'État. Alors ne me dites pas que j'ai une amitié particulière pour Kadhafi, hein. C'est pas du tout ça la question. Mais c'était un État qui existait, qui avait une certaine stabilité, et que quand ça a commencé, avec un certain nombre d'autres, moi en tout cas j'ai écrit à ce sujet, en disant on ouvre une boîte de Pandore, et c'est toute la sous-région qui va être déstabilisée. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est toute la sous-région qui a été déstabilisée, pas chronologiquement au même moment. Ça a commencé avec le Mali d'abord. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, il y en a peut-être, l'Algérie est aussi une des causes de ce qui se passe au Burkina Faso avec le fils, enfin il faut faire de l'histoire, c'est important. Et donc, quand on a donc détruit l'État libyen et assassiné Kadhafi, on a permis que des dizaines de milliers d'armes se répandent dans toute la sous-région. C'est facile, un Kalachnikov, ça coûte à peu près 250 000 à 300 000 francs au Burkina Faso. D'après ce que je sais, l'information que j'ai, voilà, donc c'est facile de trouver des armes, parce qu'il y en a partout, et puis des gens désœuvrés, pour des causes, effectivement, éventuellement, d'États qui ne peuvent pas répondre à tous les besoins de la population et de la jeunesse, mais aussi parce qu'il y en a certains qui, tout simplement, ont été libérés par ça. Et les armes que la France parachutait, par exemple, sur Benghazi, elles tombaient, et c'était de notoriété publique, directement dans les mains des djihadistes islamiques. Ils se frottaient les mains. Voilà, donc ça... C'est un secret de polichinelle, hein. La situation est inquiétante parce qu'on était habitués à voir ce spectacle affreux là chez les voisins, le Mali, le Niger. Voilà, on était habitués, coutumiers à regarder ça de loin. Et on avait même un président qui était expert en facilitation, en gestion de conflits, et qui allait pacifier les frontières, les pays voisins, et qui faisait des négociations avec les djihadistes entre griffes et les pouvoirs politiques. Non, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour ça va nous retomber sur la tête. Et depuis 2014, on a commencé, nos frontières ont commencé à être
toqués par le terrorisme. Et voilà, on est mis devant les faits accomplis. Bon, nous, étant au Burkina, pour moi, je pense que c'est pas ce que les médias disent. Parce qu'au fait, il y a la crise, bien sûr, mais pour moi, la crise, elle est politique. Et comme elle est politique, elle est installée dans certaines zones. Bon, et donc du coup, quand on me dit que Ouéouga est un jaune, rouge ou orange, alors pourtant il n'y a rien. Bah, d'après les ambassades. Hein, voilà, d'après les ambassades, pour moi, Ouéouga, il n'y a rien. Voilà. J'ai eu des amis qui sont venus, qui ont séjourné pendant 2 semaines et ils sont revenus en France. Mais on dit dans le nord, hein, c'est pas... Oui, Ouéouga, c'est le nord. Et seulement ils font frontière avec le Mali. C'est ça. Et donc ça craint au Mali. Et donc du coup, il y a des crises ethniques, il y a des crises religieuses, mais pour moi, c'est pas vraiment... D'accord. Quand on soutient des chefs d'État comme Compaoré, justement, ou comme... Parce que c'est un jour, ça va tomber là-bas aussi, on dira « Ah, là-bas aussi, le Tchad ». Quand on envoie les avions français bombarder des rebelles tchadiens qui luttent contre un gouvernement que je qualifie moi personnellement de dictatorial, celui d'Idriss Déby, qui est notre grand ami, quand l'aviation de Barkhane fait ça, à mon avis, elle ne fait pas son rôle de lutte contre le terrorisme, mais elle va créer un nouveau foyer du terrorisme lorsque ça se déstabilisera un peu plus au Tchad. Quand il y a eu les événements, on pourrait remonter, parce que Blaise Compaoré, il faut quand même se rappeler, c'était notre chef d'État. Il était bien, on l'aimait beaucoup, Blaise Compaoré. On oubliait ce qui se passait, on oubliait qu'il avait trafiqué les diamants pour soutenir les rébellions sanglantes en Sierra Leone et au Libéria. Ça fait partie des défaillances de l'État burkinabé, ça. On oubliait qu'il était notre allié pour soutenir les forces nouvelles de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celles qui ont permis de porter au pouvoir l'actuel président de Côte d'Ivoire, où la situation n'est pas reluisante, hein. On ne peut pas dire que c'est stable en Côte d'Ivoire. La réconciliation n'a pas encore eu lieu, et je ne souhaite pas de malheur à la Côte d'Ivoire, mais je suis inquiet aussi pour ce pays. Et donc quand nous avions comme grand ami Blaise Compaoré, à tel point qu'il pouvait se prévaloir de dire qu'il pouvait éventuellement prétendre avoir le prix Nobel de la paix en 2012 ou en 2013. Ça me fait un peu sourire dans les milieux qui s'occupent de l'Afrique. Donc quand on ne dit rien par rapport à tout ça, quand éventuellement on soutient, on participe d'une certaine façon à la déstabilisation de l'État burkinabé. Parce que ce dont je viens de parler, ces trafics qui avaient lieu au moment de la Sierra Leone, au moment du Libéria, au moment de la Côte d'Ivoire, ça déstabilisait la société burkinabé. Je vous assure, moi j'appelle du 87 cette société. Elle a bien évolué et malheureusement pas dans le bon sens. Puisque les questions d'argent, les questions de s'enrichir, etc., ont pris davantage de poids qu'auparavant, un certain nombre de valeurs qui faisaient, qui étaient une des caractéristiques de la société burkinabé et qui restent quand même une des caractéristiques. Mais il y a aussi un problème dû à l'ancien régime en fait, qui est parti et qu'il y a eu une... comment on appelle ça? Parce que moi j'ai été acteur aussi par rapport à ça, j'étais de l'opposition. Par rapport au changement. Par rapport au changement. Et malheureusement le peuple n'a pas élu en fait celui qu'il devrait élire en fait. Donc il y a eu une crise déjà politique qui se crée entre l'ancien parti et ce nouveau parti disant renouveau, et pourtant c'est le même parti en fait. Donc il y a déjà cette division entre ces deux. Et en plus de cela, si vous voulez, le terrorisme chez nous, comme disait l'autre, pour moi le terrorisme c'est pas rouge, c'est noir, moi je dirais. C'est noir, parce que moi je suis dans le milieu touristique en fait. Moi je suis artisan, mais je faisais du tourisme. J'ai bossé avec des agences françaises qui faisaient des tours opérateurs en tant que dans le Nord. Mais pour vous dire la réalité de ce qui se passe chez nous, il y a déjà deux phénomènes. Il y a le terrorisme et il y a le Corps-le Héros. Il y a une milice qui a été créée par le parti au pouvoir qui est en place, qui est en train de s'aimer, comment on appelle ça encore, une guerre ethnique en fait, entre guillemets. Voilà, comme ce qui s'est passé à Irougou. Ils abritent des islamistes radicaux. C'est ça. Que la cause principale, c'est à cause du départ du président Blaise Compaoré. Parce que c'est un militaire.
Voilà, il était commandant quand il est arrivé au pouvoir en 1987. Et il est resté militaire dans son âme. Et il s'est fait une unité d'élite qui s'appelle le régiment de sécurité présidentielle. Une unité d'élite reconnue par la sous-région parce que constamment entraînée, équipée par les Israéliens, par la France, par les Américains. Et du coup, qui partageait, qui vendait son expertise dehors. Du coup, il est parti, on a disloqué ce régiment qui était notre paravent contre les attaques terroristes. C'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Et deuxièmement, c'est d'avoir le régime qui est arrivé a rompu avec les manières de faire de l'ancien président. C'est-à-dire continuer à négocier avec les djihadistes, à instaurer une sorte de pacte de non-agression. Voilà, ils ont rompu ce contrat, ils ont rompu les amarres, et puis voilà, ils viennent et ils tombent sur nous. Un fait anecdotique, non pas anecdotique. Après l'installation du nouveau président en 2015, une délégation on ne va pas dire des terroristes, mais des rebelles maliens par exemple sont venus pour réclamer un dû. Voilà, avec Blaise Compaoré, on avait fait de commandes de pick-up. Donc, nous venons pour entrer en position de ces pick-up. Et le président, sans diplomatie, le président Kabouré a dit « Ah non, moi je ne suis pas au courant de votre contrat et je n'ai pas de pick-up à vous donner. » Un changement de politique, quoi. Yes, voilà. Voilà, et voilà. Et depuis lors, on a commencé à nous attaquer parce qu'ils ne sont plus protégés. Ils étaient protégés. Et ça, c'était sous le mandat onusien. Il ne faut pas qu'on diabolise aussi Blaise Compaoré. Tout ce que Compaoré faisait, c'était sous le mandat onusien. Voilà. On vous fait facilitateur. Et donc, tout passait par Ouagadougou. Les réunions se faisaient à Ouagadougou. Voilà. Les présidents quittaient Mali, le Bénin et le Niger et ils venaient à Ouagadougou. Pas du simple fait de Blaise, mais parce qu'ils le faisaient sous le mandat. Voilà. Donc du coup, avec la situation qui était devenue trouble, il fallait qu'ils retrouvent un autre endroit beaucoup plus sécurisé. Et donc notre havre de paix est devenu un sanctuaire terroriste. Et moi, ce qui m'a pas plu, en fait, c'est que quand on parle de terrorisme, le parti au pouvoir actuellement, il a eu l'occasion de mettre fin à ça parce qu'il a accusé l'ancien président de tenir des rapports avec avec eux. Et pourtant, pourquoi tu as pu recevoir? Il a pu recevoir ces soi-disant terroristes au palais et qu'il les a dit non. Pourquoi ne pas les avoir arrêtés sur le champ? Pourquoi avoir les laissé partir pour que ça retombe encore sur le peuple burkinabé? Et à ce côté, aussi, moi, je pense que l'opinion internationale aussi compte beaucoup. C'est vrai qu'il y a les faits qu'ils ont fait, mais à personne, ils n'interviennent pas. Ils attendent que il y a plus de sang pour intervenir. Moi, je pense que c'est dommage. Je prends l'exemple sur ce qui est passé à l'ambassade de France. Il y a une attaque à l'ambassade de France. Et je vous dis, ça n'a même pas pris 10 minutes. Ils ont été neutralisés, ces gens, en fait. Donc, pour moi, l'ambassade de France au Burkina Faso pourrait peut-être encore plus donner. Il y a une mine, parlant de mine, il y a une mine qui a été attaquée. Et en un rien de temps, ces terroristes ont été abattus. Et quand c'est la population qui a attaqué, on ne dit rien. On laisse l'armée burkinabé se débrouiller. Là, il y a eu encore un massacre il y a 3-4 jours de 15 personnes. Personne n'est arrêté, quoi. Ouais, c'est dommage parce que... Et il faut, ce phénomène de terrorisme, je dis, c'est un phénomène mondial et aucun pays n'est à l'abri. Faites comparaison n'est pas raison, mais si vous prenez les attaques qui a eu lieu en Europe, citez-les. Et en Afrique du Nord, citez-les. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui nous sommes face à un phénomène contre toute l'humanité. Et où chacun doit assumer ses responsabilités. C'est vrai que nous, Burkinabés, nous sommes conscients de ce qui nous arrive. Et nous avons pris la ferme résolution de trouver des solutions avec l'aide de nos amis. C'est pourquoi je dis qu'une coopération comme celle entre Chambéry et Ouellia, c'est un modèle, c'est la bonne réponse à ces extrémistes-là pour dire que les peuples sont identiques, ils sont pareils, et que ce n'est pas parce qu'on va peindre une carte en rouge ou en jaune ou en orange que nous serons plus en sécurité, plus en danger dans un tel point du territoire comme de l'autre. On peut bien exploser dans un attentat, dans un café à Paris ou à Lyon, que dans une rue
de Djamena ou de Yamé ou de Ouagadougou. Donc c'est pour dire que nulle part nous sommes à l'abri de l'excès de ces extrémistes-là. Et...